il y a une autre incertitude sur laquelle je voudrais m'arrêter, qui est l'incertitude de l'espace. Alors, c'est très lié aux usages, hein. Ça s'articule très bien avec les usages. Je voudrais juste insister sur quelques points. Premièrement, sur le fait que ce que les géographes notamment appellent la multiscalarité, enfin le fait d'être multiscalaire, c'est un phénomène très important et qui qualitativement est encore plus important que ce qu'en disent les géographes. C'est-à-dire que non seulement les villes fonctionnent, enfin les métropoles en particulier, mais du coup plus que cela, fonctionnent à des échelles différentes et que ces échelles différentes correspondent à des niveaux de réalité complètement différents. C'est-à-dire qu'on a une autre expérience selon qu'on vit à une échelle ou à une autre. Alors dans mon livre, je me sers d'un peintre, enfin c'est plutôt un vidéaste chinois qui fait des tableaux, enfin des montages, pas des tableaux, qui moi me fascinent parce que selon qu'on les regarde de près ou de loin, on voit des immeubles, quand on regarde de très près, éventuellement des immeubles avec des mouvements, même des voitures qui circulent, et quand on regarde de plus loin, on voit une montagne. Et c'est des jeux qui sont des jeux tout à fait intéressants. Mais pour en revenir à la vie urbaine actuelle, je prenais tout à l'heure l'exemple de ma petite ville de Figeac, j'y reviens. L'aéronautique fonctionne à une échelle qui est une échelle mondiale, ou en tout cas nationale, internationale. Et ce qui se passe dans les deux usines aéronautiques de la ville de Figeac, c'est pas figeacois. C'est l'échelle du monde de l'aéronautique. Et en même temps, ce qui se passe sur le club de rugby, ce qui se passe dans le club de rugby, c'est pas du tout la même échelle. Ce qui se passe dans la vie quotidienne, c'est pas du tout la même échelle. Et les gens vivent à plusieurs échelles à la fois. On pourrait développer ça beaucoup plus encore en raisonnant autour du TGV et de ce qui se passe autour du TGV. Comment finalement on arrive à faire cohabiter, peut-être quand je dis on arrive, peut-être c'est plutôt pas bien, j'en sais rien, mais comment on arrive à faire cohabiter des gens qui ne vivent pas du tout à la même échelle et qui ne vivent pas le même territoire à la même échelle, ce qui n'est pas un détail. Le fait de ne pas vivre le même territoire à la même échelle, c'est un vrai problème. Et donc, je dirais la première chose, c'est cette diversité des échelles. C'est vrai quand on fait de l'aménagement du territoire, c'est vrai quand on fait du développement économique, c'est vrai quand on s'occupe de vie quotidienne, c'est vrai quand on s'occupe de symbolisme, de culture, etc. On est toujours confronté à la question de cette multiplicité des échelles, qui est un phénomène majeur de l'espace contemporain, et pas seulement de l'espace des villes d'ailleurs, de l'espace contemporain, avec évidemment l'extraordinaire accélérateur que Internet met là-dedans. C'est-à-dire qu'Internet, en même temps, est un vecteur extrêmement efficace de cette multiplicité des échelles, dans les deux sens. Parce qu'Internet peut aussi éventuellement refabriquer de la micro-proximité. Il y a des sites qui servent à fabriquer de la micro-proximité. Ceux sur les échanges de plats, par exemple, aller acheter la 6e part, je ne sais plus comment s'appelle le site, mais aller s'acheter la 6e part non consommée d'un repas chez votre voisin, bon, des trucs comme ça, ça recrée plutôt de la proximité. Le Bon Coin, c'est ambigu, il faudrait analyser en détail le phénomène Bon Coin, qui est un phénomène qui a plusieurs facettes. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'Internet, ça sert à faire de la diversité d'échelles et pas seulement à mettre les choses à l'échelle du monde. Loin de là. Après, un autre point très important, c'est celui de la transformation du rapport proximité-distance. On a beaucoup travaillé quand on travaillait sur le Grand Paris avec l'équipe de Villers, et finalement, on arrive à se mettre d'accord sur des définitions. On a beaucoup travaillé sur cette question de la proximité. On y a travaillé aussi dans le cadre d'un think tank. On finit, j'allais dire architecte compris, on finit par dire que la proximité, c'est plus de la proximité spatiale. Et que dans la compréhension de la proximité spatiale, c'est relativement pas très important. C'est pas neutre,
mais ce n'est pas très important. Et que le raisonnement à partir de l'accessibilité, que ce soit de l'accessibilité physique, de l'accessibilité économique, de l'accessibilité en termes de facilité, tout simplement, c'est facile à faire ou pas facile à faire, que l'accessibilité, ça va correspondre à des distances très très variables. Donc on aura de la proximité proche et de la proximité lointaine, si on raisonne en termes bêtement de distance. Alors tout ça va dans un bouleversement du rapport proximité-distance. Le rapport proximité-distance, il est vraiment très fortement bouleversé, ce qui va avec la multiplicité des échelles. Hein. Les deux choses, c'est deux manières de dire un petit peu la même chose. Mais du coup, je ne dis pas qu'il est illégitime de réfléchir sur la proximité. Je ne dis pas qu'il est illégitime, par exemple, de vouloir faire des équipements de proximité. Mais je dis simplement que du coup, ça amène à s'interroger sur qu'est-ce que c'est et comment on les fait. Qu'est-ce que ça veut dire que fabriquer de la proximité? Non, je ne peux pas. Qu'est-ce que c'est? Non, justement, parce que je pose une question en disant il faut se poser la question 2. Et si je dis il faut se poser la question 2, c'est justement que je n'ai pas d'exemple très convaincant de choses réalisées. Il y a beaucoup aujourd'hui, et je pense que c'est aussi un élément tout à fait important de la manière dont on réfléchit, il y a beaucoup de choses sur lesquelles on ne peut pas donner un exemple. C'est les bonnes questions. Les bonnes questions, on ne peut pas donner un exemple, parce que c'est les questions qui sont ouvertes. Alors après, je vais quand même me montrer plus coopératif en disant il faut réfléchir beaucoup plus sur une accessibilité primaire, je dirais presque, c'est-à-dire une accessibilité qui ne coûte pas grand-chose, qui n'est pas matériellement difficile à réaliser, qui n'est pas coûteuse relationnellement. Et donc la proximité, ça peut s'imaginer comme, quand on est dans des projets, allez, je vais quand même être à peu près clair, quand on est dans des projets, la proximité, c'est d'abord le contenu des services qu'on offre. C'est d'abord le contenu des services qu'on offre, c'est d'abord le type de relation de service qu'on construit, et c'est une accessibilité convenable, ça veut dire éventuellement pas trop de distance. Mais tu vois, le raisonnement important, c'est de dire qu'on finit par la distance. On finit par la question de la distance. C'est tout le reste qui commence avant. C'est-à-dire la proximité, c'est ce qui rend ma vie quotidienne facile autour des services qui sont donnés, autour de la manière dont on construit la relation de service, et puis la localisation quand même, c'est le dernier facteur. D'un autre côté, pour répondre tout en ne répondant pas, d'un autre côté, tu m'as interrogé sur la proximité, donne un exemple, on pourrait aussi réfléchir sur qu'est-ce que ça veut dire la distance dans ce cas-là. C'est-à-dire que qu'est-ce qui est vraiment à distance? Et si on veut réduire des distances, comment on fait? Là encore, ce n'est pas nécessairement une question de distance matérielle, de distance géographique. Et le terme d'accessibilité est un peu galvaudé, on l'utilise un peu dans tous les sens, mais réfléchir sur les composantes de l'accessibilité, c'est un élément très important. Et pour moi, encore une fois, les composantes de l'accessibilité, c'est à la fois des composantes cognitives, c'est-à-dire qu'il faut savoir, il faut avoir l'information. L'accessibilité, ça commence par l'information. L'accessibilité, ça continue par la commodité d'accès, la facilité d'accès en termes d'usage, pas forcément en termes de distance, en termes d'usage. Pour prendre l'exemple le plus banal qu'on puisse prendre, les heures d'ouverture d'un magasin. Ça continue par l'accès économique, les questions de coût. Ça continue par ce que j'appellerais pompeusement les coûts de transaction, c'est-à-dire est-ce que la dimension relationnelle est facile ou pas facile. Et c'est un élément probablement très important. Et ça finit par la distance matérielle et la manière dont on la couvre, parce que dans le fond, la distance matérielle en elle-même, elle n'a pas beaucoup d'importance. Ce qui compte, c'est la manière dont on la couvre.
Donc, je reviens à ce que je voulais dire. Proximité-distance, multiplicité des échelles, ubiquité, chose sur laquelle on ne réfléchit pas beaucoup, mais sachant que la frontière entre le réel et le virtuel, qu'on croyait avoir définie de façon très très claire précédemment, la frontière entre le virtuel et le réel est devenue quelque chose de éventuellement un peu insaisissable, en tout cas beaucoup moins évident. On a développé des comportements d'ubiquité qui sont tout à fait extraordinaires. C'est-à-dire qu'on est, et je pousse à peine le trait, on est à plusieurs endroits à la fois. Moi, j'étais avant-hier dans une réunion de commission qui n'en finissait pas, à Aix-en-Provence, et j'avais évidemment mon voisin qui non seulement répondait à son courrier, c'est assez banal, mais qui avait des petites discussions avec sa femme restée à Paris pendant qu'on était en train de décider du sort d'un certain nombre de gens. Et bon, c'est tout à fait habituel, et encore c'est assez simple parce qu'il n'y a pas la photo. Et quand vous introduisez la photo, quand vous avez, comment ça s'appelle, le fait de se photographier soi-même, le self-machin là, bon, mais il faut prendre ça au sérieux. Il faut prendre ça au sérieux parce que c'est un rapport à l'espace qui change. Et c'est de ce fait l'espace qui change. Et on est dans quelque chose qui est cette espèce d'ubiquité sur laquelle nous devons nous interroger. Qu'est-ce que c'est que notre monde ubiquiste? Et qu'est-ce que ça a comme conséquence qui est ces développements de comportement d'ubiquité? Donc, troisième chose, l'ubiquité. Et dernière chose, non, ce n'est pas la dernière d'ailleurs, autre chose, ça nous amène à nous interroger beaucoup sur la notion de territoire. Qu'est-ce que c'est qu'un territoire aujourd'hui? Qu'est-ce que c'est qu'un territoire aujourd'hui? On évoque beaucoup et on parle beaucoup de territoire. Ça joue un rôle très important dans notre organisation politique. Mais c'est quoi un territoire? Probablement qu'on n'arrive pas vraiment à penser le territoire autrement que comme ce que les acteurs décident de dénommer territoire. Avec tout ce que cela signifie, c'est-à-dire que le territoire est relatif, il change de main, peut-être n'a-t-il pas de frontières réelles, peut-être n'est-il jamais que l'expression d'un compromis. Et du coup, la question, ce n'est pas les frontières du territoire, c'est la solidité du compromis. Je trouve que quand on est en train de réfléchir aux métropoles, c'est quelque chose qui mérite d'être considéré. Et je pense que, notamment, un certain déterminisme, il y aurait des facteurs qui feraient que le territoire existerait, et puis zut, même si les gens ne sont pas contents, c'est pareil. C'est pas vrai. C'est pas vrai. On est dans le flou du territoire, et le flou du territoire ne se dissipe que par l'existence de compromis entre suffisamment d'acteurs. D'autant que le lieu a souvent tendance à être plus réel que le territoire, et que le problème, c'est souvent de relier des lieux entre eux, et de faire une composition de lieux. Je parlais à l'instant du placemaking, c'est un truc un peu rigolo, le placemaking, mais c'est assez caractéristique du fait qu'on se préoccupe de fabriquer des lieux. C'est ça que ça veut dire, d'ailleurs. Bon, on se préoccupe de fabriquer des lieux, et après, d'une certaine manière, la question, c'est de les relier, de les faire jouer les uns par rapport aux autres, et c'est peut-être ça qui fait territoire. Mais ça n'a rien à voir avec nos définitions traditionnelles du territoire, et sûrement qu'il y a là de grandes interrogations, et en particulier pour l'acteur politique, peut-être d'affronter clairement le fait qu'il n'y a pas quelque part une réalité du territoire qui s'imposerait, et qu'il n'y a que la manière dont on décide de fabriquer un territoire, et que ceci doit être assumé, ce qui ne l'est pas toujours. Alors, j'avais un exemple, et puis je vois l'heure qui tourne, donc je le citerai pas trop, mais dans cette idée de fluidité de l'espace, j'avais une belle citation d'une collègue qui travaille sur l'immigration, et qui montre que dans une période récente,
et les Anglais ont beaucoup travaillé là-dessus notamment, dans une période récente, les lieux naturels, entre guillemets, d'arrivée de l'immigration dans les villes, en tout cas canadiennes, britanniques, etc., ça n'existe plus. Et que d'un recensement à l'autre, on voit une très très grande mobilité des migrants, et qu'il y a de ce fait une nouvelle configuration qui est la très très grande fluidité des populations migrantes. Et je voulais trouver le terme qu'utilise, pour reprendre le concept mis en avant en Grande-Bretagne par Stephen Bertock, désigner nouvelle complicité, une ville de la superdiversité, c'est ça. Bon, ça valait pas le coup. Une ville de la superdiversité, mais ce que je trouve intéressant, c'est dans ces analyses des spécialistes d'immigration de dire non, les logiques qu'on connaissait d'implantation de l'immigration dans les villes, ça ne fonctionne plus. On est dans de la fluidité, de la grande fluidité. Alors, je ne sais pas si c'est tout à fait vrai pour la France, mais on peut au moins être attentif à cela.